Les recueils, les colloques, je l'ai dit tout à l'heure, ont préféré depuis plusieurs décennies ce simple titre, l'intime, à celui d'intimité, mais sans chercher à établir une distinction construite. Le philosophe Jean Baudrillard s'y était essayé, mais il s'est borné à confesser une impuissance dans la conceptualisation. L'intime, écrit-il, n'est ni un concept, ni une notion théorique, c'est un mot chargé d'affect et de vécu. Une ambiance, ajoutait-il. Peut-on sortir de cet impressionnisme ? C'est sans doute possible, mais à la condition d'affiner la notion d'intime en ne le restreignant point à la seule intériorité que l'on opposerait à l'extériorité. C'est d'ailleurs un thème, je me plais à l'observer, qui a parcouru déjà l'ensemble des interventions que nous avons entendues depuis hier midi. À la différence de l'intimité, qu'on peut définir comme ce qui est séparé d'un dehors, l'intime se tient en réalité entre deux mondes, l'intérieur et l'extérieur. Une zone intime, comme le sexe ou le creux de l'oreille, auquel on songe moins, n'est ni extérieur, comme le nez ou la peau, ni intérieur, comme le cœur ou le sang. Elle fait transition. Elle révèle l'intérieur, elle capte l'extérieur. L'intime est un lieu exposé entre deux mondes, l'extérieur et l'intérieur. Il déborde parfois sur le public, il se manifeste parfois dans le privé. Le corps n'est donc pas enfermé dans la binarité extérieur-intérieur, ainsi les organes sexuels, et, je le répète, le creux de l'oreille. Organes sexuels et creux de l'oreille sont par excellence les zones intimes, des zones intimes, parce qu'elles sont des lieux de rencontre privilégiés, des lieux où des partenaires se confient, se fient l'un à l'autre. Le creux de l'oreille manifeste d'une manière originale le déplacement de l'intimité vers l'intime, au sens d'une ouverture de l'intériorité. En effet, le creux de l'oreille n'est ni vraiment intérieur, ni vraiment extérieur, est le lieu corporellement adapté à l'accueil du secret chuchoté, de la confiance partagée. Ce que je dis dans le creux de l'oreille établit une complicité, une intimité indissociablement corporelle, affective et dialogique. C'est à ce titre que le murmure au creux de l'oreille peut être la métaphore de l'intime par excellence, parce qu'il est un lieu relationnel intense et privilégié. Moi intime et vie relationnelle ne se réduisent pas à des expériences adjacentes, mais sont en interaction. Le moi intime n'est tel que parce qu'il puise sa consistance dans la vie relationnelle. L'intimité du moi ne peut donc pas être confondue avec ce que l'on appelle aujourd'hui l'intériorité, parce que l'on ne saurait la dissocier de ce qui la fonde, et c'est pourquoi, telle est du moins mon hypothèse, le substantif intime essaie de dire ce que l'intimité ne suffit pas à exprimer. La perspective est alors, au départ, spirituelle. À côté du moi physique et à côté du moi psychique, il nous faut envisager le moi spirituel, celui de la vie intime de l'être humain. Alors, le moi spirituel est entré dans la tradition occidentale et chrétienne par les riches analyses de saint Augustin. C'est dans l'intimité de Dieu que l'intimité se révèle. Tuotem eras interior intimo meo, vous étiez plus intérieur en moi que mon fond le plus intime. Et Augustin poursuit, vous vous teniez devant moi, même moi, je m'étais éloigné de moi-même, et je ne me retrouvais plus, et vous encore bien moins. Plusieurs orateurs depuis hier ont cité ce propos, et il sera développé longuement par le cabinet de l'historien qu'animera Dominique Doucet. La définition augustinienne selon laquelle Dieu se manifeste dans l'intime de soi rappelle que le sujet n'est pas autosuffisant, mais qu'il est constitué par la présence d'un autre, avec un grand A. L'expérience de l'intime n'est donc pas celle d'un retour sur soi comme s'il s'agissait d'un repli de la conscience sur elle-même, comme s'il s'agissait donc d'une manière de récuser toute extériorité, mais c'est la découverte d'une transcendance à l'œuvre dans la constitution même du sujet. Et si on se refuse à donner à cet autre le nom de Dieu, comme saint Augustin le faisait, l'on ne saurait pourtant nier la dimension dialogique de l'intime. Le moi n'est jamais solitaire, il est toujours solidaire des rencontres avec autrui. Et cela suffit à fonder sa structure de dépendance, dépendance non pas au sens d'une limitation, mais à celui d'une ouverture. Abordé sans recours à la transcendance, si l'on veut, si l'on y tient, l'intime conserve cependant cette dimension dialogique. Nos sentiments intérieurs sont des rapports avec les autres et non les propriétés d'un moi solitaire. L'intime, au-delà de ses aspects corporels et psychologiques, et à travers eux,
invite à la profondeur spirituelle, éventuellement, pourquoi pas, religieuse. L'intime est d'une certaine façon un fort intérieur, c'est-à-dire, selon l'étymologie, un forum. On l'oublie souvent quand on parle de fort intérieur, puisque l'être humain, au plus profond de lui-même, est une structure, je le répète, dialogique. L'intime, qui renvoie au secret, à l'invisible, à l'insondable, à l'impénétrable, ne saurait pourtant être confondu avec la partie recroquevillée, intouchable, défensive, inaccessible de chacun. Le fort FOR intérieur n'est pas un fort FORT intérieur. Permettez-moi un jeu de mots que j'emprunte à Rémi Brague, le quant à soi n'est pas un tant qu'à soi. Et le sens tactile, qui est le plus concerné par l'intime, est celui qui invite au tact, précisément. L'intime gagne ainsi ses lettres de noblesse éthique. Le fort intérieur, l'intime est respecté si nous savons en reconnaître la présence énigmatique et en honorer la part de mystère. André Gide l'a dit mieux que personne. Nous pénétrons si mal, si peu avant dans le fort intérieur d'autrui. Il y a ce que l'on voit, ce que l'on entend. Tout l'intime demeure un mystère. On remarque très peu souvent que le mot de intime, dérivé du latin, du superlatif intimus, on dit, vient en fait d'un adjectif qui n'existe pas, interus, intérieur. On dit, ça devient d'un adverbe, intus, mais c'est quand même assez étonnant qu'on sache dire en latin ce qui est le plus profond, le plus intime, mais qu'on ne sache pas dire ce qu'est l'intime. L'adjectif interus n'existe pas en langue latine, et pourtant il a donné un comparatif, un superlatif. Et c'est pourquoi Gide, à mon avis, tout à fait fondé à parler ici d'un mystère. Plutôt que l'intimité qui désigne l'intérieur que l'on protège par la pudeur, quitte à en offrir l'accès aux intimes, l'intime est donc d'emblée dialogique, je disais, sorti de soi par un paradoxal approfondissement de soi. C'est une lecture possible de la fameuse et superbe phrase d'Augustin. Dernière considération, une autre circonstance explique le recours au concept d'intime par les sciences humaines et la philosophie. C'est l'entrée dans l'espace politique de questions qui lui étaient traditionnellement étrangères et même antinomiques. En effet, aujourd'hui, n'est plus ce qui est soustrait au regard social, privatisé, ce qui ne regarde pas le droit et l'État, mais ce qui, au contraire, concerne de plus en plus l'instance politique et juridique. Non sans paradoxe, nous demandons à l'État de protéger la vie privée, c'est-à-dire la vie intime de chacun, et en même temps, cette protection s'accompagne d'une immixtion de plus en plus étroite de cet État dans la vie privée. Ce paradoxe est le signe que le privé n'est plus réductible à l'intimité et que la République d'aujourd'hui se mêle de l'intime au point que nous sommes en chemin vers ce qu'un sociologue a appelé la République de l'intime. En effet, un processus de transformation des fondements anthropologiques de l'ordre politique est à l'œuvre souterrainement depuis quelques décennies. Les questions liées à la naissance, à la vie, à la mort, à la sexualité étaient abandonnées aux individus et à leurs croyances, éventuellement religieuses. Ainsi, le pacte laïque des débuts de la Troisième République ne permettait pas que l'on entre dans la vie intime des citoyens et des habitants. Certes, il y avait eu l'intervention de l'État, par exemple, dans le Code Napoléon, pour interdire aux femmes mariées la capacité civile, où il y avait eu aussi la loi Naquet en 1882 pour permettre le divorce, mais l'éruption des questions dites sociétales dans le champ politique est massive depuis la fin des années 60. 5 domaines peuvent être mentionnés. D'abord celui de la vie sexuelle, avec la loi de 1967 sur la contraception, loi Neuwirth, et celle de 1975 sur l'avortement, la loi Veil. Mais on n'a pas mesuré sur le moment combien l'éruption du corps des femmes au cœur de la sphère privée et même intime amorçait une transformation profonde de notre conception même de la politique. Il nous est devenu familier que l'État légifère sur des questions relevant de l'intimité, par exemple la lutte contre les violences conjugales et familiales. Or, cette familiarité est récente et elle bouscule la partition séculaire entre le rôle de l'État et la vie intime. Deuxième territoire où l'État s'est avancé, celui de la famille, jusqu'à présent sanctuaire de l'intime. La logique contractualiste, qui régissait jusqu'à présent la seule sphère politique, pénètre désormais dans un lieu où l'État s'occupe des recompositions familiales,
des nouvelles formes d'alliance, le Pax, l'union de personnes de même sexe, les questions liées à la filiation, ce qui accrédite l'idée de l'entrée de la famille dans une logique contractualiste à l'image de celle qui régit la sphère politique, puisque se répand désormais l'idée que c'est toute l'existence qui est soumise à la loi du contrat entre individus présumés autonomes. Le sociologue Anthony Giddens a pu parler à ce propos d'une démocratisation de l'intime. Une troisième limite est bousculée au moment où l'identité de genre vient prendre la place de l'identité sexuée donnée à la naissance, puisque l'appartenance au sexe masculin ou féminin n'est plus désormais un état juridiquement indisponible, comme disent les juristes, mais une décision de plus en plus laissée au libre choix de l'individu. L'État, là encore, entérine par un acte civil une décision qui relève de l'intime. Quatrième déplacement de la frontière, la naissance. C'est ainsi, par exemple, que le développement des techniques de procréation médicale a conduit le politique, au sens large, à peser sur la possibilité même de naître ou de ne pas naître pour un embryon, que ce soit par la loi ou en déléguant aux médecins une part de l'accompagnement des couples. Henri-Élie Martin en a parlé tout à l'heure à la lettre G de génome. Je songe donc, comme lui, ici, au diagnostic prénatal, le DPN, qui permet parfois de décider si une grossesse sera poursuivie ou non, ou encore au diagnostic préimplantatoire, le DPI, qui sélectionne les embryons sains, présumés sains, et élimine les autres. Enfin, dernier exemple, celui de la fin de vie. Là encore, il ne va pas de soi que le législateur se mêle d'entrer dans le colloque singulier, colloque assurément intime, avec l'exigence très ferme du secret, que je rappelais tout à l'heure, entre le patient et le médecin. Avant que le Parlement ne se décide à légiférer sur la fin de vie, en 2004, il se trouve que j'étais associé personnellement aux auditions qui ont préparé cette loi et que j'ai pu vivre de l'intérieur cette aventure politique et philosophique tout à la fois. Eh bien, avant que le Parlement ne se décide à légiférer, le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, avait émis de fortes réserves sur l'intrusion de l'État dans la question du mourir. Ça n'a pas empêché la loi relative aux patients à la fin de vie d'être votée puis promulguée le 22 avril 2005. Conclusion. Dans la nouvelle configuration qui est désormais la nôtre, la République de l'intime poursuit sa marche inexorable. Pour le meilleur, on doit l'espérer, toujours. Pour le pire, on peut parfois le redouter. Mais c'est un autre sujet.